Merci, monsieur Diallo. Je vous remercie. Alors, je commencerai par dire que s'il m'était permis de faire une incursion dans les préoccupations d'écrivain de Madame Fall, je lui dirais que, à travers cet événement, elle tient certainement la matière de son deuxième roman. Une belle assistance dans un bel après-midi et dans un bel endroit. Vous êtes là devant vos amis, vos sympathisants. Vous êtes devant vos parents et vous devez écouter un homme qui ne vous a jamais rencontré parler de votre œuvre. C'est très bizarre ça. Et c'est l'exercice que je vais essayer de faire en ce moment. Je ne sais pas si mon point de vue est susceptible d'être partagé ou pas, mais j'ai le sentiment qu'on entre dans ce livre de Madame Fall comme on entre dans un terrain miné, c'est-à-dire avec la conviction que la prudence n'y fait rien et qu'on a peu de chances de sortir indemne, d'en sortir indemne. En effet, la traversée de ces 173 pages est une épreuve pénible, car chaque aube naissante y couvre la promesse d'un crépuscule. Chaque jardin fleuri y fait face à une procession de désert en feu. A-t-on besoin d'ailleurs de livrer un résumé de l'œuvre? Aminata Fall, issue de bonne famille, ayant reçu une éducation exemplaire, a très tôt lu dans le grand livre du monde en suivant son père dans ses aventures professionnelles, notamment au Gabon et au Tchad. Plus tard, au lendemain de retour forcé au pays, un BTS lui ouvre les portes d'une carrière professionnelle qui sera riche en rencontres chargées d'histoire à couper le souffle. Il s'agit en effet d'une succession de drames à la fois individuels et collectifs, vécus par l'héroïne elle-même ou par quelques accointances qu'elle a eu à contracter au gré de son évolution dans l'espace et dans le temps, et qui finissent par l'instruire profondément sur l'inanité des optimismes démesurés dont les jeunes de son âge et de son époque se plaisent à être les porte-flambeaux. Je ne vais pas continuer ce résumé-là parce que je ne vous donnerai pas le plaisir de connaître ce qui se passe dans cet ouvrage à travers mon exposé. Donc je m'en arrête là. Je parle du titre. Le titre du roman. À vue d'œil et dans sa résonance volonté, ce titre est plutôt entraînant sur les pages du temps qui passe. Pour un esprit gouverné par l'imagination hâtive, sur les pages du temps qui passe, laisse forcément rêveur, avec sa combinaison lexicale harmonieusement remorquée par la plus aérienne des prépositions de la langue française. Je vous parlais de sur. Mais là n'est pas sans doute le plus important. Comment pourrait-on ne pas remarquer que ce titre est avant tout une lumineuse métaphore qui fait du temps un livre? Oui, le temps ici est bien un livre, mais il s'agit de ce grand livre du monde, celui que parcourt miraculeusement Descartes au gré de ses pérégrinations imaginaires ou réelles et au moyen duquel il allait devoir fonder plus tard son fameux doute méthodique. Oui, le temps, tel que nous le fait sentir Madame Fall dans ce roman, fut bien à l'origine un livre blanc, généreusement ouvert, mais dans lequel petit à petit, des vies blessées, des âmes inattendument lézardées se mettent en scène et déroulent leurs grimaces traumatiques. C'est dire donc que derrière son caractère bénin et neutre, ce titre est un nid de plaintes et de complaintes, un bouquet d'excroissance existentielle hérissé de turpitudes atroces et de funestes meurtrissures. Pourtant, ce titre trompeur, insidieux à volonté,
véritable image de braise sous la cendre, présente une harmonie formelle qui peut légitimement être perçue comme le symbole d'une victoire insoupçonnée de l'héroïne sur ses propres misères. Cette harmonie, c'est la symétrie de ces trois colonnes, renfermant le même nombre de syllabes et trouvant son bel équilibre physique dans la présence du même jambage dans chacun des mots-clés. En effet, page, temps, passe, comme vous le voyez, c'est des lettres qui ont chacune un pied. Donc debout. Oui, Aminata Fall est laminée par les bourrasques de sa tragique destinée, mais elle n'en a pas moins pour autant gardé sa stature debout. Je parle des personnages. Il y a chez Marème Fall une très nette tendance à l'idéalisation de son personnel fictif. En effet, la majorité des personnages qui font bouger l'intrigue sont à la base, moralement, physiquement, des gens qui tutoient la perfection. On peut ainsi aisément les répartir sur la base de leurs affinités tantôt affectives, tantôt psychologiques et sociales. À propos de beauté physique, par exemple, excepté l'héroïne et narratrice, qui nous met en garde contre toute tentation de nous faire des illusions sur l'intensité de la sienne, la plupart des personnages féminins de premier plan dégagent le rayonnement de Nefertiti. Bessel et Duduche sont à ce sujet des cas emblématiques. Par ailleurs, il ne serait pas aberrant d'affirmer que les drames lancinants qui frappent la plupart des personnages découlent de leur tension vers la perfection. Qui disait encore que si l'on n'est pas oiseau, il ne faut pas nidifier au-dessus des montagnes? À vrai dire, la plénitude caractérielle des personnages que vous mettez en scène, Madame Fall, s'accommode mal des aspérités de ces sommets qu'ils sont condamnés à gravir. Je vous renvoie à la page 75. Donc, je disais que ces personnages s'élèvent, s'éloignent du sol, et au moment de savourer l'instant jubilatoire, se voient vigoureusement rejetés vers le funeste point de chute prévu à leur intention par le destin. Et bien justement, parlant de destin, comment ne pas signaler que ce serait un redoutable crime de lèse-majesté que de ne pas voir, à travers donc le destin, la figure du véritable héros du roman? Mais quel héros, ma foi? Héros funeste et sanguinaire à outrance, tragiquement imprévisible dans ses combinaisons, boulimique, sadique, sarcastique et goguenard à l'envie. Il mène ce destin-là, son troupeau au pas, avec un rigorisme macabre, n'admettant les velléités de divagation des lutins que pour mieux leur administrer les foudres d'une discipline compromissoire. Le destin, vrai héros du roman autobiographique d'une Sénégalaise bon teint, quelle farce, penseront certains. Pourtant, l'invincible pachyderme fait partout rayonner les flammes de ses victoires tragiques sur les défaites assumées de ses nombreuses victimes. Je parle maintenant des thèmes: l'amitié, l'amour, la solidarité, la famille, la maternité, la polygamie, l'adultère. Il n'existe pas certes de thème plus commun que cela, de surpoids dans la littérature féminine négro-africaine. Mais le mérite de Madame Fall, c'est de leur avoir réservé un traitement particulièrement novateur qui nous fait sentir la prégnance avec laquelle elle les appréhende, les prend en charge et les fait passer à l'état mine de sa propre psychologie, de sa propre personnalité, en un mot, de sa propre vision de ses réalités, dont le limon entre dans la composition de sa chair, pour parler comme Aimé Césaire. Prenons le cas de l'amitié et soyons concrets. Au gré des contingences qu'elle traverse, l'héroïne élève tout un ensemble de pyramides affectives, des amitiés d'une profondeur et d'une sincérité paroxystique. Et pourtant, cette évidence ne l'a pas empêché, chaque fois que de besoin, de réaffirmer sur le mode de la déclamation l'authenticité et l'ampleur mystique d'une attache amicale inaliénable représentée par sa grande sœur Alima, donc au sein du cercle familial. Ce bel écartèlement me semble d'autant plus important à relever que d'habitude,
l'existence de fortes amitiés contractées à l'extérieur du cadre familial est directement ou indirectement liée à un certain marasme affectif auquel le sujet fait face dans cet espace originel. En fait, Madame Fall nous conceptualise une amitié notoirement ample, débarrassée de ses scories sectaires et transcendant toutes les barrières identitaires. Ce sont les mêmes propriétés que l'on retrouve dans le traitement du thème du temps, du thème de la solidarité. La diversité et la vigueur philanthropique des personnages de ce roman sont, à vrai dire, difficiles à égaler. Et il suffit de s'arrêter sur le cas de Safi pour s'en convaincre. En effet, à une époque où une vie à soi, la sienne propre, était déjà un fardeau trop lourd à porter, rien n'aurait pu laisser penser que Safi allait déchirer sa belle couverture sociale au parfum paradisiaque pour descendre spontanément dans ce puits de détresse où Angela, sa voisine d'appartement au Canada, luttait contre une meute de désespoir. Je vais maintenant parler d'une question un peu plus complexe, c'est-à-dire de la question des genres. Et je me pose cette question pour commencer. Ce roman est écrit par une femme. Même si l'on éliminait toutes les marques classiques de féminité directement attribuables à l'auteur, la réponse serait la même. L'encre qui trace le récit, l'énergie qui déroule les événements, la force qui dénoue les circonstances tuantes ou atténuantes, la vigueur intentionnelle qui matérialise les figures de personnages et les met en perspective, tout dans ce roman respire un féminisme décapant, mais qui se découvre sans vaine clameur et sans coquetterie aucune. Madame Fall représente la femme sous des coutures discrètement authentiques, mais suffisamment toniques pour résonner assez fort dans la conscience de ceux qui gagneraient à faire évoluer leurs conditions. Sous la plume de Madame Fall, point de mépris affirmé vis-à-vis de l'homme, mais tout concourt à nous faire admettre qu'elle cherche à le mettre définitivement devant ses responsabilités, face aux plaintes, aux complaintes et aux attentes du placenta. Vous comprendrez pourquoi ce roman est finalement un beau gynécée, dont l'auteur ne s'embarrasse pas de neutralité pour commenter les malheurs de ses pensionnaires. Sur l'autre acception du mot genre, celle purement littéraire, cette fois-ci, permettez-moi d'être cette conscience qui, même adhérant au fameux principe du pacte narratif, malgré tout cela donc, permettez-moi de m'entêter, de m'inquiéter, de m'interroger en ces termes. Dans quel genre précisément devrait-on classer le livre de Madame Fall? Est-ce un simple roman conçu sur le mode classique, donc dans lequel tout ou presque est inventé? Ou est-ce alors une autobiographie? À ceux qui sont dans cette salle et qui ont vu l'auteur naître, vivre, grandir et qui ont déjà lu l'ouvrage, cette question pourrait sembler ridicule et à la limite insensée. Parce que s'il est établi que Madame Fall a raconté sa propre vie, chaque scène parle à leur mémoire, ces gens-là. Chaque ligne tracée a fait vibrer en eux des souvenirs particuliers. Mais non, je ne cherche point à entraîner qui que ce soit dans la diversion. Moi aussi, à l'instar de nombreux lecteurs anonymes du livre, j'ai le pressentiment que c'est bien une tranche de vie du sujet écrivain qui est étalée dans les pages de ce livre. Mais dans le même temps, et c'est là ma conclusion, je veux aussi me réserver le droit de penser que Marème a ajouté une bonne dose de sel fictif dans sa sauce autobiographique. Et je parle maintenant du style de Madame Fall. L'un des charmes les plus... Madame Diol. L'un des charmes les plus pénétrants de ce roman, c'est sans nul doute sa technique de composition, qui, à mon sens, est d'une modernité extraordinaire, qui rappelle, n'est-ce pas, les techniques du cinéma, mais aussi celles du théâtre. Cette fiction, donc ce roman, est en effet une remarquable succession de plans
portant chacun les marques d'un instant de vie individuelle ou collective, susceptible de faire l'objet d'un formidable court-métrage. Cependant, il y a en toile de fond le drame majeur, celui d'Aminata. Drame qui, par sa distillation progressive, s'impose comme le point de départ et le point de chute de la multiplicité de récits parallèles qu'on pourrait qualifier de mineurs. Les spécialistes du roman contemporain, face à ce mode de composition, n'hésiteraient pas à parler de structure gigogne. Et ce faisant, ils nous auraient du coup donné les clés de ce qui fait le caractère captivant de ce texte. Autre aspect de l'organisation narrative qui me paraît non moins singulier, c'est le fait que Mme Diol ait réussi à parvenir à une remarquable solution entre ce qu'on appelle dans la science littéraire la focalisation démiurgique et la focalisation interne. En effet, par la voix de la narratrice unique qui a un nom, un visage, une histoire et une identité bien établie, le lecteur arrive à connaître tout et pratiquement tout de tous les personnages. Cette disposition omnisciente est le propre du narrateur de la focalisation zéro. Et celui-ci, comme on le sait, est censé être présent partout mais invisible nulle part. Or donc, la narratrice dans ce roman lui emprunte toutes ses aptitudes et ce n'est pas rien dès l'instant qu'on se propose d'entreprendre de disséquer les fondements esthétiques d'un texte de cette nature. Apparemment, j'ai beaucoup parlé. Et vous avez grandement envie que je me taise maintenant. Mais voyez-vous, quand on commente un texte de cette succulence, on devient vite euphorique et on tombe facilement dans une crise d'agitation jubilatoire. Parce que justement, on ne sent pas le temps passer. Parole d'un homme qui a navigué avec plaisir, mais non sans discernement, sur les pages du temps qui passe. C'est moi-même qui trouve ta bouteille. Merci vraiment. Eating there.